Salut Karen. Salut Isa. Hey, imagine. Oui, ça va bien. On est déjà rendu au 9e épisode du balado La cerise sur le Sunday. On a bien fait ça. Hein, c'est pas pire, hein? Pas en tout. Écoute, on est nous aussi rendus dans notre... dans des changements. On augmente de niveau, comme le hockey. Moi, je dis de printemps. Toi, tu me dis que c'est pas du hockey de printemps. C'est du hockey de... C'est comme si la vraie... Ben, pas la vraie saison, mais c'est la fin de saison. Tu t'en vas vers les playoffs, tu t'en vas vers une importance à ta saison, dans le fond. Fait que, puis tu fais des petits ajustements, tu es rendu dans c'est ça qui fonctionne, tu sais ce qui va. Fait que c'est pour ça qu'on a fait des petits ajustements dans notre décor. Nous autres, on aime ça être assises. On veut savoir ce que vous en pensez. Aimez-vous ça? Aimez ça, notre nouveau décor? Moi, en tout cas, je suis super contente. Je trouve que... un peu plus... relax. Moins posé dans le... Moins de rythme, là. Ouais, go! Hein? C'est parfait, ça. Mais oui, c'est présentement la course folle. Bien, partout au Québec, on est en série. Ouais. Dans le hockey mineur, au Hockey Québec. Pour les provinciaux, bientôt, la Coupe Chevreuil-Relais. Tu as eu aussi les championnats canadiens universitaires. Oui, qui viennent tout juste de se terminer. Là. Typiquement, la semaine passée, dans le fond, Bishop, RSEQ a fait lancé un message aux universités canadiennes, comme quoi, justement, non seulement Concordia, les Carabins, McGill a été dans le mix, mais là, Bishop, l'université du Bishop a été, justement, les gagnantes ont battu Waterloo en finale. Une finale qu'on ne s'attendait pas. Moi, j'avais pas de la façon que la saison s'est terminée non plus. Concordia qui avait démoli, honnêtement, en saison régulière, là, même en fin de saison, excuse-moi, on a des scores un peu effrayants, mais je pense que cette équipe-là a continué de se développer et à se bâtir. Puis j'ai rencontré 2 des joueuses la semaine dernière, là, dont Gabrielle. Puis écoute, une attitude spectaculaire. Je pense que la maturité de ce groupe-là, même si le programme, ça fait juste 4 ans qu'il existe. On oublie que c'est assez récent comme programme, là. Voilà, fait que, écoute, on tenait à vous féliciter, gang. Oui, félicitations à tous. Félicitations à Valérie Bois aussi. Oui. Bel entraîneur-chef aussi qui a aidé le programme depuis le début avec Dominique. Puis maintenant qui en est elle-même en chef et qui a fait en sorte que ce programme-là continue d'y croire. Fait que chapeau à toi aussi là-dedans, tu le mérites. Puis, je fais un petit lien parce que c'était aussi les championnats de la NCAA. Oui. C'est le Wisconsin qui a remporté. Oui. On a vu un peu partout à travers la ligue, justement, il y avait des gageurs entre les joueuses Wisconsin, Ohio State qui se sont affrontées et finalement... Wisconsin qui a eu le dessus. Un peu le quote de cette finale-là était aussi « Who wants it? Qui dit « Qui le veut? Que Mark Johnson a fait lors d'un tir de barrage, puis Kristen Sims qui s'est levé la main comme ça en disant « Moi, je le veux, donne-moi-les, c'est sûr que ça y va. » Un tir de barrage qui a égalisé la marque, puis ensuite de ça, Wisconsin qui est allé gagner tout ça en période supplémentaire. Grosse victoire en plus. Une petite pensée pour Marianne Picard, justement, qui a remporté le prix Jackie Robinson. La conférence Big Ten a décidé de souligner l'impact d'un athlète dans sa communauté, sa capacité à travailler en équipe et ses efforts pour sensibiliser la population et des causes importantes. Fait que félicitations, c'est Marianne. Pas juste à propos des performances, même dans la NCAA. C'est ça qui est le fun. Oui, et c'est aussi les séries dans la LHJMQ. Je veux juste souligner le fait que la Coupe Memorial cette année, elle va être au Québec. C'est à Rimouski à la fin du mois de mai, là, du 22 mai au 1er juin. Donc, on va avoir 2 équipes. Oui. Puis, même avant la LHJMQ aussi, il y avait le midget M18 3A. Oui, le M18, aussi, t'as raison. Qui est tout le monde est en série en ce moment. Fait que lâchez pas, gang. Ça y va là-dedans. Puis, aussi, il y a des séries March Madness au basket. Il y a plein de belles choses. Les broadcasts et les gens qui couvrent ce sport-là sont excellents en ce moment. Continuez de les regarder. C'est super ce qu'on voit. Le mouvement est là, autant pour les gars que les jeunes joueuses aussi de l'autre côté. Puis, c'est des belles histoires. Il y a du sport à la télévision, mesdames et messieurs. Continuez de regarder ça. OK, oui. Et du côté professionnel maintenant, là, c'est la course aux séries. Dans la LPHF, la victoire est confirmée. On le sait, elles s'en vont en série. C'est la seule équipe, d'ailleurs, qui a confirmé au moment... Qui a clinché au moment où on se parle. Après ça, dans la Ligue américaine, le Rocket qui a aussi clinché sa place qui vont être en série pour la Coupe Calder.
et nos Canadiens qui sont encore dans la course. Bon, c'est une bataille à 5, deuxième équipe Karel? repêchée en ce moment. Ouais. On surpassé les Rangers. On va voir comment ça va aller aussi. Belle victoire contre les Panthers. L'équipe qui semblerait s'avoir retrouvée au niveau de leur DNA, là, que j'appelle, parce que leur identité était manquante, je te dirais, pour les 3 à 4 premières parties du voyage. Mais là, Goulet qui est revenu, ça change la note. Notre noyau défensif, nos duos sont très, très forts. Puis là, il nous manque juste une belle, solide performance de nos gardiens. On a eu une correcte, mais je m'attends à une meilleure encore de Sam. Fait que, Karel, est-ce que nos Canadiens font les séries cette année? Écoute, moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce que ce qui se passe alentour de tout ça, c'est que même le scénario au grand complet, toutes les équipes peuvent se battre, puis en même temps, ben tout le monde perd un peu. Fait qu'il y a une belle chance, pour être honnête, à ce que les Canadiens, refassent ce qu'ils ont fait en Floride. Ça va être un match haut en émotion mardi soir. Mardi soir, qui a aussi la victoire, qui va jouer à la maison à la Place Belle. Mais ça va être 2 gros matchs à aller regarder. Puis j'adore ça parce qu'il y a 2 marchés. Montréal, les arénas sont remplis pour les 2 équipes. Oui, puis ça va être 2 matchs importants pour les 2 équipes. Moi aussi, j'y crois. Ouais. Puis moi, mardi soir, je choisis d'aller voir la victoire. J'aime. Je peux aller voir les 2. Mon cœur va avec la victoire. Je me dois d'aller là, mais clairement que je vais avoir mon cellulaire à côté puis je vais regarder les résultats. Il faut. Puis en même temps, tu sais, c'est la dernière partie. Je dis dernière, c'est la dernière partie avant la pause internationale à la maison. Match du 1er avril. Match aussi qui va être pour la fierté. Match qui va être... on va féliciter ou faire découvrir des dames dans ce milieu-là aussi. Donc, ça va être très intéressant à aller regarder. Puis, contre New York, qui pourrait être dangereux aussi. Là. Ben oui, parce que New York, si elles sont dernières au classement, c'est toujours mathématiquement possible de faire les séries. À cause de ces 3 points-là, ma belle Isa, ça y va comme ça. Ça, c'est fun pour ça. Donc, ça va être... c'est clair que New York va vouloir arriver, remporter ce match-là. Elles vont être vraiment... avoir la rage aux dents, comme tu dis. C'est du hockey, tu sais, comme du mois d'avril que tu veux absolument remporter. Et on le sait qu'elles ont bien performé au dernier match. Ouais. Donc, et ils ont surpris aussi Ottawa. Oui. Ottawa qui gagnait 3-0 justement contre New York. New York qui a marqué 3 buts, en le temps de le dire, puis qui ont gagné ça un beau 5-3. Donc, ça a changé la note là-bas aussi. Puis Ottawa qui a battu Minnesota. Fait qu'en tout cas, il y a une belle course. Lâchez pas, regardez les matchs parce qu'il y a de l'action. Chaque équipe veut essayer de rentrer justement dans cette vraie course-là aux séries. Je dis ça parce que New York est un peu plus bas, mais comme tu l'as mentionné, on pourrait rentrer. C'est juste qu'il faut qu'ils gagnent pas mal toutes leurs parties jusqu'à la fin de l'année. Ils ont pas le droit à l'erreur. Plus, elles doivent... Tu sais, il y a certaines mathématiques qu'on doit faire, un peu comme les Canadiens. Là. Une petite défaite ici là pour d'autres équipes pourrait leur permettre. Mais rapidement, Montréal est première, justement, avec 40... excusez, j'aurais besoin de mes lunettes, là, 48 points. Et oui, je suis rendue là. Oui, je suis rendue là. Je suis vieille, Karel, avant que tu le dises. Toronto, deuxième, avec 45 points. Donc, là, elle ne joue pas Toronto avant la pause internationale. Donc, ça va être vraiment au retour. Boston affronte Ottawa mercredi. Donc, ça va être un match vraiment intéressant parce que 40 points Boston. Ottawa qui est en 5e position avec 36 points. Fait que, tu sais, si Ottawa remporte ce match mercredi, elle passe en 4e devant Minnesota parce que Minnesota non plus n'a pas de match. Ça va jouer de même. Là, c'est une course, puis tu vois, Ottawa qui a battu justement Boston, qui était devant Minnesota avant que Minnesota joue contre Toronto. Puis là, Minnesota nous a surpris complètement, pour être honnête. Ils ont joué un match totalement différent que d'habitude, puis... C'était assez incroyable. Bien, parle-nous-en, justement. Elles ont joué plus physique qu'à l'habitude, parce qu'habituellement, c'est du jeu très, très clean là, pour Minnesota. C'est clean, c'est rapide, c'est beaucoup de passes sur la palette, de jeu de transition, puis aussi, ils ferment extrêmement bien le jeu. Mais là, le match contre Toronto, premièrement, Minnesota était complètement en feu. On sentait qu'il y avait une énergie de plus. On sentait qu'elle voulait justement prouver qu'elle méritait d'être dans les séries. Ils ont élevé leur jeu là, toutes les joueuses. L'alignement au grand complet a élevé leur jeu d'un cran. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont imposés physiquement. Il y a eu, c'était pratiquement, à un moment donné, j'avais réalisé, c'était les joueuses canadiennes, une contre l'autre, qui se frappaient d'un bord et de l'autre. Là. Écoute, face vers Jakes à Emma Maltais. En tout cas, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Mais tout ça pour dire que Minnesota a vraiment montré tout leur talent,
toutes leurs intensités. Tu sais, de Heisey qui était pas mal silencieuse, moi, que j'avais trouvé depuis quelques semaines. On l'avait pas autant vu que ce qu'on l'avait vu lors de la première saison. Puis là, le match contre Toronto, elle s'est élevée. Kendall Coyne a utilisé sa rapidité. Je te dirais que c'est le genre de joueuse, personnellement, que Minnesota a, qui aime jouer dans des matchs d'importance. Fait que je pense que ce match-là... lorsque la pression est forte. Exactement. Je pense que ce match-là a vraiment fait en sorte que c'est venu les chercher un peu en dedans. Il y a eu une petite motivation internale, qu'on dit à l'intérieur de nous, les petits papillons, là, comme le moment là, que tu sais là, que ça va faire une différence, puis c'est là qu'il faut que tu sois. Ils voulaient vraiment l'avoir. Je pense pas qu'ils vont donner non plus leur place aussi facilement ou facilement à Ottawa. Fait qu'Ottawa, il va falloir qu'elle continue de jouer. La petite Vanishova, il va falloir qu'elle continue d'en marquer, là. Deuxième étoile de la semaine, d'ailleurs, hein, Vanishova. Puis Laura Stacey, première étoile de la semaine. Donc, écoute, ça a été un match aussi pour la victoire. Tu sais, avant la victoire, je vais parler d'Ottawa un petit peu, qui a battu Boston. Elle perdait le match, on s'entend. Puis là, à la toute fin, on réussit en troisième période à égaliser le tout. Un jeu puis une réception mentale qui était exceptionnelle à mes yeux. Vous allez comprendre pourquoi. Vanishova a la rondelle qui saute devant elle et à la place d'y toucher en haut, qui aurait été un bâton élevé, OK? Elle attend, elle touche ici, boum, elle la tape à terre, puis dès qu'elle touche à terre, elle prend son lancer, ce qui déjoue Frankel là-dessus. Puis après ça, elle va marquer en avantage numérique parce que la coach a challengé justement ce but-là. Ah ben oui, parce qu'elle pensait qu'il y avait bâton élevé. Fait qu'en challengeant et en n'ayant pas raison, ben là, tu prends une pénalité. Elle a compté dans 20 secondes, c'est ça? C'était un travail d'équipe là-dessus sur cet avantage numérique-là parce que tout le monde était autour, ça grugeait. Là, c'est là que Ottawa a élevé son jeu d'un cran aussi. Ottawa est le fun, mais leur identité est un peu confuse encore, ou confuse. C'est dur à suivre. On n'a jamais la même... Tu sais, comme si on pouvait donner une personnalité à l'équipe. On voit jamais la même personnalité. Là. C'est une équipe qui part fort en première période, puis après ça, elle a un ton de « Oh my God, attends, on mène, il ne faut pas perdre. » Tu sais, à la place de changer, à rester un peu dans le grain. Puis là, je te dirais que habituellement, en deuxième ou en troisième période, ça vient un peu stressant pour ces joueuses-là, à la place de juste être bien dans cette position-là puis continuer à jouer comme elle joue. Puis je pense qu'on continue de prendre des risques quand on pourrait peut-être être un peu plus safe. Fait que ça l'ouvre le jeu aux autres équipes. Fait qu'on risque trop. Mettons qu'on s'amuse, là, OK? Puis que je te demande, mettons qu'on décrit un trait de personnalité à chacune des équipes maintenant, là, pas quand elles commençaient, puis leur objectif, là. Tu sais, comme nous, ce qu'on voit présentement, là, peut-être en un mot, à une phrase, là, mettons, là, justement, tu sais, Ottawa, on parle d'elle, on peut-tu dire que c'est quoi? Écoute, tu la décrirais? C'est une équipe à multiples personnalités, celle-là. OK, multipersonnalité, c'est comme ça qu'on la décrit. Oui, multipersonnalité. On va parler justement de Boston. Boston, on va dire... Boston, une équipe confiante, mais des fois qui est nonchalante. On sent une personnalité un peu trop calme, chill. Ah, oui? Moi, je te comprends, personnalité calme, chill, on est correct, mais là, il faudrait qu'on se tête des fois. Mais qu'il y a beaucoup de talent, puis que, tu sais, quand ils décident de s'y mettre, c'est ça. Si je te dis Minnesota... une équipe qui est intellectuelle. Stratégique. Oui, hein? Puis des fois, on voit de l'émotion, mais très rarement. New York? Ouf. Tellement de talent, mais qui réussit pas. Ben écoute, c'est une équipe qui, encore là, une équipe baveuse. Une équipe qui joue à travers un peu sa confiance et tout, mais qui, des fois, oublie de rester dans le match. On sort un peu de la game. Fait que c'est ça qui arrive défensivement parlant. On en laisse une ou deux que... Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont trop dans le show, pas assez dans le dos? Comme... Oh, OK. Peut-être dans le doux, oui. On en parle beaucoup, mais on n'est pas capable de nécessairement... Ouais, mais je pense que les bottines suivent les babines, là, un peu, mais des fois, c'est manquant. Maintenant, Toronto? Toronto, ça a été une personnalité qui s'est redécouverte à travers la saison. On dirait tout le temps commence tranquillement, puis... Puis il y a eu des blessures, il y a eu des choses, là, tu vois, on essaie de vraiment mettre les morceaux aux bonnes places. C'est une équipe pas insécure. J'essaie de personnalité, un trait
C'est difficile à dire, hein? Un très Parce que intense, c'est clair. Ouais, intense. Physique, mais là, il était fatigué l'autre soir. C'est ça que j'ai trouvé. Avec Play Nord-Est Montréal. J'ai fini par Montréal, par exprès, justement. Fait que comment qu'on dirait... En fait, écrivez-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez que Montréal est comme personnalité? Puis, j'aime ça. C'est une bonne question, une personnalité... tabarouette. C'est une personnalité émotive, énergique, mais qui a besoin d'avoir ces petits éléments bien placés. Parce que lorsque les éléments bougent un peu, on perd nos repères. On a une difficulté à revenir un peu à nous-mêmes. Je suis d'accord avec toi. J'ai comme l'impression des fois un trait de personnalité qu'on pourrait mettre à ça. mais c'est une confiance fragile un peu, peut-être. Ah, peut-être. Ouais. Parce que, oui, on a des piliers très forts, mais... Fragilité à travers leur force. Exactement. Fait que, tu sais, comme, Anne-Renée Desbiens, ça a fait que, ça a un peu shaké. Bon, après ça, les filles se sont relevées. Oui. C'est sûr qu'on a un premier trio. On a remis un duo ensemble qui a fait en sorte que les petites étincelles sont là. Mais c'est aussi une équipe qui aime... tu sais, le spark puis le changement des lignes, le changement de trio fait en sorte que ça peut être bon à court terme, mais des fois, on a une difficulté à performer overtime. Fait que... J'aimerais ça qu'on garde les trios. C'est pas la première fois que t'en parles de ça. C'est pas la première fois qu'on garde les trios, s'il vous plaît. Je sais que c'est tout planifié ou whatever ce qu'il y en est, mais les joueuses, on haït tout ça. Changer de trio à tous les fois, parce que là, ça somme le doute. Ouais. Ça somme le doute dans ton jeu, ça somme le doute dans certaines choses, ça somme le doute aussi même à la fille qui est promotionnée ou promue sur un autre trio, à dire « Oh my God, faut pas que je fasse d'erreur parce que je vais me faire changer de trio. Ouais. » Je t'entends. Ça, c'est une personnalité... Je te confirme que ça nous joue dans la tête en tant que joueuse. Puis, tu sais, moi, je te disais, de pouvoir être sur différents, ça te permet de développer ton jeu, il faut que tu sois meilleur. Puis, je t'avouerais que je l'ai vécu, mon tennis, à échelle beaucoup plus petite, mais à changer de partenaire. Puis là, il a fallu que, tu sais, comme je jouais très bien, mettons, avec ma partenaire Ashley, puis là, ils m'ont fait jouer, après ça, jouer à droite, après ça, jouer à gauche, après ça, à droite, puis là, dépendamment de qui tu joues. Mais c'est vrai que ça prend un petit moment pour t'adapter. Tu sais, puis des fois, c'est quand c'est durant le match. Des fois, c'est positif, puis des fois, c'est négatif, tu sais. Fait que maintenant, j'abonde dans ton sens. J'ai réussi par l'exemple parce que j'ai expérimenté. Il fallait vraiment que tu passes à travers ce que tu as vécu pour l'avoir. Mais honnêtement... Non, mais des fois, c'est comme, tu sais, je veux dire, en pratique, ça allait durant la saison, mais là, on est en play-off, puis j'avoue que dans des moments, j'aurais aimé ça avoir une game pour, tu sais, comme m'améliorer avec elle. Mais bref, on n'est pas là pour parler de mon tennis, mais parlons de hockey. Mais ton point est fair. Puis je pense que ça l'ouvre la porte à d'autres gens. C'est juste la cohésion et la chimie que tu réussis à bâtir. Ben là, tu la perds du jour au lendemain ou d'une période à l'autre période ou d'un chiffre à l'autre chiffre. Donc, une présence à une autre présence, là, tu te trouves avec quelqu'un que c'est soit une joueuse inconnue ou une joueuse que tu as un petit peu d'affinité avec. Puis là, rapidement, il faut que tu essaies de bâtir quelque chose pour que ça reste. Fait que personnellement, on a remis Stacy et Poulain ensemble. Ouais. Après ça, on est allé chercher aussi une petite ressemblance ou quelque chose que, tu sais, Willoughby puis Dubois étaient ensemble, ça faisait quelques matchs. Là, on a mis O'Neill. Puis je te dirais que la connexion des trois fait du sens aussi là-dedans, dans ce trio-là. On ne l'a pas changé du match au complet, ça, là, un coup qu'on est revenu. J'ai vu O'Neill partir la période en deuxième avec la ligne de Stacy et Poulain. Après ça, revenu là-dessus. Fait que je pense qu'on commence peut-être à trouver des petits morceaux. C'est sûr qu'il y a eu du mouvement au niveau de la troisième joueuse pour jouer sur le premier trio. Ouais. Puis du mouvement aussi, troisième, quatrième trio. On n'était plus sûr qui était sur quel trio. Oui. Mais là, bonne nouvelle. On a vu Alexandra Labelle sur la patinoire. Oui. Bonne nouvelle. Je veux dire, c'est déjà c'est un pas. Faut qu'elle embarque. Je ne dis pas qu'elle a pratiqué avec l'équipe, puis je dis pas qu'elle est 100%. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Puis bon, on a eu aussi des nouvelles d'Anne-Renée Desbiens, qui n'est pas sortie, comme quoi on la mettait sur la liste des blessés long terme. Blessés long terme. Mais ce qui vaut, puis là, c'est Tricia Deguire qui a un contrat. Moi, ça ne m'inquiète pas. On l'a vu aussi sur la patinoire. On sait qu'il y a la pause internationale qui s'en vient. Tu sais, je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal. Bien, je pense qu'on a voulu... Je pense que ça prend du temps à évaluer. Puis ça, c'est quelque chose que Daniel Savageau puis Corey ont mentionné aussi. Pour évaluer une blessure en tant que telle, ça te prend quelques jours. Ça prend les docteurs qui ont des opinions ici et là aussi. La chose à comprendre aussi avec cette pause à long terme-là, c'est que le 21 jours pourrait officiellement débuter lors de la blessure. Oui. Donc, pas
maintenant lorsqu'on l'a annoncé, mais bien... je me souviens même plus de la date, mais le match qu'elle a joué, qu'elle a sorti de la partie, qui a été il y a 2 semaines, je crois, maintenant, ou 1 semaine et demie au moins. C'est pas le 12 mars? Ça se peut très bien, oui. Fait que dans le fond, si tu comptes les jours, je te dirais que la journée avant les championnats du monde, son 21 jours serait terminé. C'est ça. Donc, on pourrait l'avoir aussi au championnat du monde. À moins qu'on ait une nouvelle qui nous dise qu'elle n'ira pas, mais moi, à mon humble avis et au niveau de l'information qu'on a reçue, semblerait qu'elle fait le voyage puis que ça y va par là-bas. Puis de l'autre côté, tu viens de parler de Trish de Gear. Tricia qui va avoir un support monétaire, un support au niveau du logement, un support de tout parce qu'elle a signé un contrat qu'on appelle un full SPA, donc un standard, un contrat normal. Donc, elle ramasse avec un salaire, avec tout l'appui de bénéfices et ces choses-là pour le temps duré que elles auront besoin d'elle. Donc, elle fait partie de l'équipe. Elle va voyager avec l'équipe. Elle a déjà voyagé avec l'équipe aussi. Donc, je pense que son contrat a débuté un petit peu plus tôt que ça a été annoncé aussi. Oui, puis là, le monde va dire, oui, mais tu sais, l'alignement n'était pas gelé parce que, tu sais, la période des transactions et tout ça. Mais dans le cas d'une gardienne de but, tu as le droit, selon ce que je comprends dans la convention. Il y a un cas d'urgence aussi. Un cas d'urgence, OK. Au niveau des blessures, qui est un peu semblable au niveau de la Ligue nationale. Là. Ultimement, tu sais, si tu es une blessée, il faut que tu ailles chercher quelqu'un. Puis, techniquement, tu as besoin de gardienne pour faire des pratiques, tu as besoin de gardienne. Puis tu peux avoir des gardiennes dans le thème de la pratique qui va être là aussi dans tes réserves. Fait que non, je pense que on voulait être prête, on voulait avoir une sécurité aussi si jamais il y avait quoi que ce soit qui allait se passer, mais je pense que ça regarde bien pour la réhabilitation d'Anne-Renée Desbiens. Et là, mardi, New York-Montréal, qu'est-ce que Montréal doit faire pour remporter ce match? Qu'est-ce que New York doit faire? Parce que New York a encore plus besoin que Montréal de ce match-là, mais en même temps, Montréal veut garder sa première position pour pouvoir choisir parce qu'on veut bien finir. Mais je pense que c'est pour ça que ce règlement-là a été mis au départ, c'est d'essayer de garder un peu ce contexte de compétition-là. Mais à travers tout ça, c'est sûr que les joueurs et l'équipe de Montréal, la coach Corey va demander qu'on termine l'année d'une belle façon pour être le plus préparé ou le mieux mis en position de, pas nécessairement de choisir un adversaire, mais position de jeu où on se sent bien. On se sent bien sur la glace, on se sent bien avec l'équipe, on est fier ou on est contente de ce qui s'est arrivé. Tu n'as plus à peaufiner tant que ça. Donc, c'est sûr que pour elle, la motivation est plus sur... Il faut qu'on finisse fort, il faut qu'on ait nos choses qui sont établies, il faut que l'avantage numérique, le désavantage numérique soit bon pour qu'on se sente en confiance, justement, pour l'après-saison, donc les playoffs. Puis de l'autre côté, bien, New York est dans un âme ou une émotion que ils ont tout à perdre s'ils perdent. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a plus de lendemain. Il n'y a plus de lendemain pour eux. Fait que la motivation est bien plus forte que Montréal. Donc, Montréal, c'est comme s'il faut qu'ils la créent. Versus New York qui l'a en eux, qui veulent vraiment prouver, un, qui mérite d'être là, 2, qui ont le talent qu'on parle depuis le début du podcast, que toi et moi, depuis le début de l'année, de la saison. Sarah Fillier, exact. Ils ont les joueuses, là. Ils ont les joueuses. Abby Rock qui a fait le premier but style Michigan. Non, mais quand même, elle vient du Michigan, puis elle fait le premier but style Michigan. C'est quand même cocasse. Non, puis elle en riait bien parce qu'elle pratique à toutes les pratiques, puis les joueuses la taquinent au niveau de ça. Mais tout ça pour dire que je pense que la pression est un peu plus sur New York, mais c'est une belle pression puis un bon stress qui pourrait les motiver justement à le faire. Puis je pense pas qu'elles sont du type à être OK, on quitte, on ferme les livres si ça va pas bien. Donc, elles vont essayer de rester dans cette partie-là. Puis de l'autre côté, mais Montréal, il faut qu'on peaufine nos choses avant que la saison finisse pour être prête pour les playoffs, comme tu l'as mentionné. Puis Jade Daniel-Landry, qui a une super belle performance à sa dernière partie, qu'elle puisse prendre ça parce que, bon, ça a été un début de saison un peu plus difficile. C'est une joueuse qu'on aime, mais comme qu'on s'attend un peu plus d'elle. Puis là, je pense que la dernière partie a été bonne pour elle. Oui, bien, elle a eu des belles occasions et des occasions opportunistes aussi qui étaient parfaites. Puis c'est le type de joueuse qui est marqueuse comme ça aussi. Fait que s'il donne la rondelle dans un... Écoute, elle a eu la plus belle passe de la part d'une joueuse d'Ottawa dans l'enclave. Moi, j'ai fait, wow, je pense que j'aurais voulu l'avoir de cet angle-là. Fait que ça, c'est une autre chose, c'est que, tu sais, Ottawa, puis ils l'ont fait encore contre Boston, justement, sur le premier but de Boston. Tapani a reçu une passe dans l'enclave de la part de leur défenseuse. Je ne veux pas la nommer parce que ça ne me tente pas, mais c'était la même joueuse en plus. Fait que c'est des situations qui font en sorte que Ottawa se met dans le trouble, mais là, si on revient à New York avec Jade qui est dans l'enclave, qui reçoit une rondelle là,
C'était sûr qu'elle allait marquer, on s'entend, puis il faut que tu marques comme ça, exact. Puis là, après ça, par contre, c'est justement les filiers, c'est les Carpenters, c'est les défenseuses aussi qu'on essaie de pas trop en donner, qu'on n'ait pas d'action qui offre des chances à l'autre équipe. Fait que New York se doit d'être responsable défensivement et même, tu sais, un peu plus, même si elles doivent risquer pour aller marquer offensivement aussi. Fait que c'est difficile à cet angle-là d'avoir une belle balance parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont eu tout au long de la saison. Fait que s'ils sont capables de le trouver, maintenant, elles trouver un équilibre. Elles pourraient être dangereuses, justement, contre Effectivement. Montréal. Ouais. Et là, c'était la fin de la grande tournée de la Ligue HF à Saint-Louis, ça finissait à Saint-Louis. Yes. Donc, les 9 parties sont terminées. C'est 123 541 partisans qui ont assisté à ces 9 parties-là. Ouais. C'est quand même... Moi, je trouve que c'est des beaux chiffres quand on regarde. J'aime ce que tu viens de dire. À seulement 9 parties. 9 parties, c'est important, 9 là. 9 parties, seulement pas une saison complète, là. 9 games. Et si je fais juste ramener des statistiques que c'est Jared Book qui avait sorti, là, je pense que, tu sais, dans la CWHL, c'était comme 72 000. Ouais, faut pas que tu nargues mon ancienne ligue. Là. Non. Je fais juste dire que comment l'évolution est là et que l'impact est là parce qu'on en parle plus. Évolution et visibilité. Bien, c'est ça. La visibilité a un impact majeur sur l'assistance. C'est que, on le dit tout le temps, tu peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est pour ça que c'était ça. C'était pas parce que c'était pas bon, au contraire. Non, le talent, il était... Merci d'avoir revenu comme ça, c'était parfait. Non, mais je m'en allais là. Laisse-moi le temps de patiner, là, des fois. Bon, excuse-moi. Patine pas assez vite. Ben là, écoute, je serai jamais à ta vitesse, c'est sûr. Bon. Des rumeurs d'expansion, rencontres au Japon. Toi qui es dans les coulisses, tu sais, t'en as entendu parler un peu plus? Coulisses, non coulisses. C'est sûr qu'il y a des rumeurs depuis le début de l'année. Il y a des choses qui ont été semi-confirmées sans être confirmées. Ils ont dit on va en parler dans 4 à 6 semaines. On tombe dans la 6e-ish semaine. Peut-être la semaine prochaine, avant justement les championnats du monde. Peut-être qu'il pourrait y avoir une annonce. Les gens étaient à Tokyo, ils ont eu un meeting. C'est sûr qu'il y a eu des discussions là-bas aussi parce que ils étaient tous là pour le début des Dodgers, dans le fond, de leur saison à eux. Le groupe qui, on s'entend, est propriétaire des Dodgers. Donc, ça fait du sens qu'ils se soient rencontrés là-bas puis qu'il y a eu des discussions. Donc, on s'attendait un peu à ce genre de rumeurs, de sortir de ça. Ils s'en ont parlé, puis c'est sûr que ça arrive. Il n'y a pas eu de confirmation encore. Ça regarde bien. Je pense qu'il y a des choses qui vont, encore une fois, s'annoncer dans les semaines qui s'en viennent. Je pense que le timing serait bon aussi. Moi, je pense que oui, là. Puis l'autre contexte aussi que je continue de dire aussi, c'est que cette année, au niveau de la NCAA et du U-Sport, c'est comme la dernière année où on est dans les années COVID. C'est ce que je veux dire par là, c'est que chaque joueuse a eu une année de plus à l'université. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu as comme le double de joueuses qui graduent cette saison. En tout et partout, que tu aurais d'habitude dans une saison normale. Donc, c'est une information que j'avais pas, ça. Donc, que j'avais oublié, en fait. J'avais déjà entendu, mais... Donc, quand tu regardes ça, puis tu comprends un peu le contexte, tu sais, les gens ont discuté, le marché, le bassin des joueuses, il y a pas de danger. Le bassin des joueuses va être là. Il y a des choses qui vont se développer. On va même voir peut-être du mouvement, puis des joueuses qui vont être placées dans des rôles maintenant, peut-être qui seraient plus de leur style de jeu pour la suite des choses. Si jamais on augmente à 2 équipes de plus, donc on tombe à 8, les joueuses qu'on voit professionnellement en ce moment, qui sont peut-être dans des rôles un peu plus défensifs pour avoir une opportunité dans un rôle un peu plus primaire dans le top 6 d'une équipe. Mais en même temps, moi, ce qui m'inquiète, c'est, que je me questionne, c'est plus ça que comment on va faire le repêchage d'expansion? Tu sais, on a des équipes, tu sais, comme là, les joueuses... Ils vont protéger un certain nombre de joueuses. Chaque équipe va devoir protéger un certain nombre de joueuses. Après ça, les 2 équipes, probablement, qui vont devoir choisir un nombre attitré par équipe de joueuses. Donc, tu n'as pas le droit d'en prendre 6 de New York, mettons. Ouais. Ça va être un nombre 2-3 par équipe. Donc, ils vont bâtir ce noyau-là, peut-être tomber à 16-18 joueuses. Puis après ça, il y a le repêchage qui se passe comme d'habitude. C'est le plus commun des mortels façon de le voir. Ça va être très intéressant. Tu penses pas que ça pourrait être une équipe l'année prochaine puis une autre? Ça pourrait, puis ça serait même
personnellement, même quand il y a eu les rumeurs, au début, j'étais comme, mais ça, je ferais une équipe après ça, une, deuxième, moi aussi, pour voir. je serais portée à faire ça. D'annoncer déjà les 2 équipes, mais qu'il y ait une équipe seulement pour l'année prochaine, puis l'autre dans 2 ans. Comme ça permet au marché, où on annonce cette année que les 2 équipes vont être là seulement que dans 2 ans. C'est comme pas en 2025, 2026, mais 2026, 2027. Ce qui pourrait aussi arriver, on ne sait pas nécessairement s'il l'annonce, mais de tout partout, à chaque fois que Jayna a pris le micro, ou que, j'oublie son nom, la VP des opérations business de la PDOB, c'est quoi son petit nom? Oh my God, j'ai un... Tracy? Non. J'oublie son nom, mais à chaque fois qu'elle parle, tu vas le trouver pendant que je dis ça, mais à chaque fois qu'il adresse justement ces rumeurs-là, ces rumeurs d'expansion, c'est toujours... Dès l'année prochaine. Est-ce que, tu sais, comme tu l'as mentionné, est-ce que ça va être une équipe à la fois? Moi, je pense aussi qu'on veut égaliser le tout. On veut aussi mettre et faire en sorte que ça soit facile au niveau, tu sais, des opérations, au niveau du voyagement, au niveau de ces choses-là. Fait que c'est sûr qu'il y a des options ou des choses qui vont devenir un peu plus... tangibles à travers les prochaines semaines, à savoir, tu sais, ça va être quoi la stratégie, parce qu'après ça, ben, tu sais, en même temps, il faut que tu engages 2 nouveaux directeurs généraux. Il faut que tu engages maintenant 2 nouveaux staffs au grand complet. Staff, quand je parle de staff, c'est front office et staff hockey. Donc, tu as beaucoup de gens qui vont être impliqués dans ça si jamais ça part. Puis 2 équipes, je veux dire, ils en ont fait 6 d'une shot. Fait que... non, puis on construit un avion en plein vol. Exact. Pour répondre à ta question, c'est Amy Sher. C'est ça. Puis Jen Flynn, qui est vice-présidente principale des affaires commerciales et avocate générale, puis Amy Sher, qui est vice-présidente directrice des opérations commerciales. C'est Amy que je parlais à cet endroit-là, parce que elle a fait l'annonce même assez tôt là, dans une présentation à LA. Oui, elle avait été, c'était assez... Au début, je pense en janvier, même pas en décembre. Fait que il y a quelque chose là. Les rumeurs sont... Écoute, je me fierais pas à tout ce qui sort d'un peu partout, puis des nouvelles qui sont un peu le rumor mill qu'on appelle. Là. Les gens adorent ça en disant « Ah oui, c'est sûr que ça arrive. » Attendez. Attendez que les vraies sources le sortent. Attendez que les vrais broadcasts le sortent aussi. On va voir ce qui va s'en passer, mais je mets hâte. Je pense que ça a de bon augure. Là. Oui, puis c'est sûr que la grande tournée de la LPHF a eu un impact. Ils regardent les chiffres, ils regardent 100%. Le côté commercial, ils regardent aussi... les frais de déplacement, là. C'est des preuves de concept, là. C'est proof of concept qui s'est fait justement durant la saison. Ça se fait depuis des années. On l'avait débuté avec l'association pour voir qui allait rentrer dans quoi. Puis tu sais, là, si tu regardes la liste qui est au top, là, Vancouver, Québec, Edmonton, Détroit. Denver, fait que l'Ouest Seattle, pourrait être aussi Raleigh, intéressant. Là, Saint-Louis, on ne sort pas rien. Moi, personnellement, j'adorerais une équipe à Québec. Je me lance là-dedans. Là. Ah non, mais moi, je pense que la première expansion ne sera pas dans l'Ouest. On va concentrer. Oui, mais au niveau des coûts. Mais si c'est dans l'Ouest, c'est 2 équipes de l'Ouest. Oui, exactement. C'est soit 2 équipes dans l'Ouest, une Canadienne, une Américaine. Voilà. Vancouver, Seattle. Bang! Oui, mais là, tu augmentes tes coûts d'exploitation pour tout le monde. Exact. Puis selon... en tout cas, moi, je préférerais qu'on reste ici, qu'on augmente les commandites, qu'on va chercher encore plus d'argent pour pouvoir justement redonner de l'argent aux joueuses, s'assurer, puis après ça, la prochaine expansion, là, on s'en va vers l'Ouest. C'est sûr. Puis tu sais, à travers tout ça aussi, je pense qu'il y a des choses à régler aussi au niveau de comment on supporte les joueurs, qu'est-ce qui se passe au niveau des contrats. Il y a beaucoup de choses qu'on entend dans les débats. Tu parles à certaines choses, puis tu essaies de trouver des scénarios, puis même, je pense que la qualité de l'association, c'est qu'elle continue d'évoluer, puis elle continue de grandir, puis on met des personnes à charge qui vont aussi se battre encore plus pour les joueurs avec l'équipe. Donc, je ne serais pas surprise si même on voit des changements déjà au niveau du nombre de joueuses, potentiellement sous contrat l'année prochaine. Ça serait une bonne chose. Oui, parce que... Ça serait une bonne chose. Je pense que tout le monde réalise un peu plus maintenant, après l'année 2, comment difficile ça l'est pour les joueuses de réserve et comment elles sont indispensables. Ça, c'est clair, net et précis. Fait que si on se regarde les aider d'une façon ou d'une autre, ou même de leur donner justement ce soutien complet-là du salaire minimum... tout le moins d'avoir... Et de rentrer dans l'alignement aussi, là, un peu comme les gars des Canadiens qui sont sur la passerelle, là, une fois de temps en temps. Exactement. Tu sais, Jacky, quand il est sur la passerelle, il n'y a pas moins d'argent. Là. Non. Il y a moins de parties jouées, là, mais il y a encore son salaire. Voilà. Exactement. Mais il y a la pause internationale, il y a le tournoi. On n'ira pas en détail là-dessus parce qu'on a un autre balado. Championnat du monde qui s'en vient, madame. C'est ça. Et je veux juste qu'on souligne Eve Gascon qui va faire ses débuts avec l'équipe senior à 21 ans. On n'est pas contente que
Emerald Smashmeyer soit blessée. Mais c'est une belle opportunité pour Eve Gascon. Oui, puis je serais pas surprise de dire et de m'avancer à dire qu'elle faisait peut-être partie des plans même avant qu'il y ait eu ces blessures-là, pour être honnête avec toi. Ah ouais? Je pense qu'avec la saison qu'elle a eue, l'attitude qu'elle a, qui elle est depuis nombre d'années, le programme la connaisse. Je sais qu'il y a eu des... Tu sais, on a parlé aussi, les Américaines ont fait un peu le saut un peu plus tôt au niveau d'aller dans la jeunesse, d'essayer de ramener un peu plus d'expérience ou de leur donner de l'expérience pour les prochains Olympiques. Je pense que le Canada essaie tranquillement pas vite de le faire aussi. On le voit avec des nouvelles joueuses qui font partie maintenant de l'alignement. Même joueuses jeunes, sans être jeunes, Anna Miller, Daryl Watts de ce monde qui font maintenant partie de l'alignement. On est allé chercher des défenseuses comme Primareno aussi qui est revenu dans le mix. C'est 6 nouvelles joueuses qui vont joindre l'équipe canadienne. Exact. Puis ça, tu sais, Gardiner, Gascon, Jakes, Miller, Primareno, puis Watts, qui sont les 6 joueuses qui se joignent pour la première fois à l'équipe canadienne. Quand tu regardes ça aussi, Isa, tu sais, ce mouvement-là ou cette espèce de sélection-là a été faite il y a 2 ans et demi, si c'est pas 3, au niveau des Américaines. On est allé chercher les filles du Wisconsin, je vais les appeler comme ça, le groupe de 4-5. On leur a donné des chances. On est allé aussi essayer Jenna Key à Penn State aussi, qui est rentrée dans le mix. Donc, ça fait des années que ces joueuses-là ont des expériences un peu ici et là, que ce soit des tournois, des matchs de rivalité avec le programme national du côté américain. Puis, tranquillement, pas vite, on est toujours un peu comme ça. On est toujours 2 ans après les Américaines ou un cycle olympique après les Américaines, ce qui est bon et pas bon. Tu sais, des fois, c'est 2 stratégies différentes. Ben oui, où les joueuses, le bassin n'est pas là, puis les joueuses vétérantes qui ont l'expérience sont encore au plein haut de leur forme et peuvent être dans cette équipe-là. Donc, pourquoi changer quand tu as des joueuses qui sont encore aussi fortes qu'elles l'étaient? Tu sais, c'est un peu le même principe que quand Jana Efford, Caroline Ouellet, Charline, Kim Saint-Pierre étaient tous là, Sarah Vaillancourt, ces joueuses-là étaient exceptionnelles jusqu'à la toute fin de leur carrière. Là, tu peux c'est pas difficile de déloger. Mais non. C'est normal, tu veux rester aussi avec ça, ils continuent de gagner. Pourquoi pas? C'est juste quelqu'un qui décide tout de prendre leur retraite en même temps. Puis là, tu n'as pas développé. Là, tu fais comme, c'est juste ça le petit concept. Exactement. Donc, le tournoi, la compétition s'amorce en Tchéquie. Et on joue contre la Finlande le 10 avril. Puis le match contre les États-Unis, c'est le 13 avril prochain. Exact. Sur les ondes de RDS, ce sera nos collègues qui vont le faire, Claudine Ville, Daniel Sauvageau, qui feront partie justement de tout ça. Puis en même temps, tous les matchs, je crois, maintenant sont diffusés versus juste celles du Canada. Fait que c'est un peu intéressant. Intéressant. À regarder. Oui. Puis je m'avance un peu, mais je sais pas si c'est tout, mais c'est un peu plus que d'habitude au moins. Et là, je t'amène dans le sport au féminin. Yes! Première des choses, j'ai juste envie de souligner la collaboration de Nike puis Together. J'aime ça. Everyone watch women's sports. C'est vrai. Ben oui. Puis c'est une super belle collaboration. Nike, cette année, a vraiment fait des gros moves, gestes bold. Là. Tu sais, comme, ils ont été you là. You can't so do it. You can't so do it. La pub durant le Super Bowl avec que des femmes. Les billboards, on en a déjà parlé ici sur le balado avec Katia Aubin. Les rivalités dans l'autre c'est ville, vraiment. Je trouvais ça intéressant de le souligner. Il y a des belles choses, malgré comme le contexte socio-politique présentement. Qu'il y a des enjeux, il y a des belles avancées quand même, puis il y a des compagnies qui se tiennent et continuent de le faire. Il faut continuer de le faire dans un angle où c'est pas juste non plus une visibilité ou un coup de PR. C'est vraiment où le mouvement est suivi, puis il y a un aide qui vient à ça. Puis moi, Together, c'est une brand avec Sue Bird et Megan Rapinoe, puis leur groupe en arrière de ça, qui, depuis des années, essaie d'amener de la visibilité justement au sport féminin, que ce soit la WNBA, que ce soit la NCAA du basketball. Puis là, tranquillement, pas vite, se joignent un peu où on fait partie du mix un peu, mais c'était souvent le soccer, basketball et compagnie. Tennis aussi, fait que c'est le fun là-dessus. Puis en parlant de tennis, là... Oui. T'as pas quelque chose à nous amener? En fait, parlant de tennis, c'était l'Open de Miami, dans le fond. Et je voulais juste souligner... Sabalenka, numéro 1 mondial, encore une fois, qui a remporté. C'était le numéro 1 contre la numéro 4 mondiale, Jessica Pegula. Elle a... Dans le fond, elle démontre sa dominance. Elle est vraiment numéro 1. Écoutez, là, tu sais, il y a seulement... c'est seulement 23 femmes qui ont
qui ont eu autant de matchs qu'elle qui ont gagné. C'est elle qui a le plus de parties qu'elle a gagnées donc 20 en straight set, excusez, juste 3-7, là, dans le fond. Non, mais en jeu de consécutif. Donc, elle n'a pas perdu de 7, mais elle a gagné. À chaque fois. Elle a 4 finales cette année. Donc, Sabalenka qui a affronté pour la 8e fois Jessica Pegula, qui a remporté 7 fois. C'est ça que j'allais dire, là. 7 fois sur 8, oui, effectivement. Puis, écoutez... Pauvre Pegula. Elle a 6 titres, Sabalenka, sur des WTA 1000. Il y a seulement que Victoria Azarenka puis Serena Williams qui en ont plus qu'elle. Fait qu'elle commence à prouver... Parce que, Sabalenka en a 6. Serena Williams en a remporté 8. On parle pas des grands chelems, là, on parle des 1000. Là, fait que, puis, là, elle a juste 26 ans. Là, je tiens à vous préciser que Sabalenka est encore jeune. On pense qu'elle est plus vieille parce que, ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit. Puis, on en parlait, on avait une discussion de ça sur le tennis, le développement du tennis. Comment c'est... Si tu es un élite exceptionnel, tu fais partie des tours, puis on te place contre justement une Serena Williams, mais tu peux avoir 14 ans puis jouer contre une professionnelle. Donc, tu sais, ça doit être difficile de rentrer dans ces tournois-là, mais difficile de rester mentalement focus et non intimidé par qui tu as comme adversaire. Là, tu sais, elle a juste 26 ans, ça doit faire au moins... pas 10 ans, mais... écoute, ça fait longtemps qu'on la voit sur le circuit, là. Qui a fait partie du mix. Fait que, tu sais, je veux dire, elle était tout jeune quand elle est rentrée. Puis là, elle compétitionnait contre des grandes de ce monde, puis elle continue à bâtir sa carrière. Puis là, elle s'est fait battre comme Merva, qui est une jeune de 17 ans. Voilà. Mais effectivement, le tennis, c'est très particulier. Tu sais, je vous donne un exemple. Là. C'est comme si, tu prends le parallèle au hockey, là. C'est comme si tu pouvais jouer comme midget, puis tu te retrouves à jouer contre des gars de la Ligue nationale. Oui, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ouais, là, l'autre game, tu rejoues avec du monde de ton âge, puis après ça, tu rejoues avec du monde... tu sais, c'est vraiment un peu... c'est un peu inégal. Oui, bien, l'adaptation doit être très difficile. Le développement, tu l'as mentionné, doit être aussi difficile. Moi, je parlais un peu du côté mental. C'est sûr que ça doit être excessivement dur de rester dans le focus de comment ça j'étais là, puis là je reviens à mon niveau. Tu sais, l'espèce de changement de retomber dans une catégorie peut-être pas plus basse, mais non, mais c'est ton rang mondial. Tu sais, présentement, il y a beaucoup de... on lit quelques articles là-dessus. Djokovic qui en parle comme quoi qu'il aimerait ça créer une association des joueurs et des joueuses pour protéger. Parce qu'on le sait que le calendrier est très chargé. Ouais. Et bon, ils sont pas obligés de s'inscrire à tous les tournois. Là. Chacun décide. Sauf que quand tu as remporté un tournoi, tu dois comme refaire ce même tournoi-là parce que si tu te rends pas au même niveau, tu perds des points. Tu dois comme protéger tes points. Ouais. C'est comme ça qui... Fait que quand tu dis que tu es le numéro 1 mondial, ça veut dire que tu as tout le temps défendu tes points. Puis souvent, quand tu commences dans le milieu, vu que tu vas pas loin dans tes tournois, bien là, tu vas à plusieurs tournois parce que, bon, au premier tour, tu n'as pas la même bourse que... Ta courbe doit aller un petit peu plus rapidement, si je me le permets de le dire comme ça, parce que là, tu vas à beaucoup de tournois, OK? Mais là, tu te mets à gagner. Fait que là, tu gagnes, mais tu perds pas nécessairement là, tu acquiers des points. Exactement. Lorsque tu commences, puis mettons comme une Mereva, là, comme qui commence à 17 ans, la première année sur le circuit, bien, elle, à chaque fois qu'elle fait des tournois, elle monte rapidement dans le classement. OK. Mais là, l'année prochaine, elle va devoir refaire ces mêmes tournois-là pour aller défendre ses points. Parce que si elle ne se rend pas assez loin dans ces tournois-là, elle perd plus de points. Wow. Fait que c'est là où c'est facile, comme une Bianca Andreescu, quand elle est arrivée sur le circuit, elle est montée rapidement dans le top 10. Puis donc, parce que, bon, elle avait gagné, elle a fait... Puis dépendamment, tu sais, comme un grand chelem, tu as plus de points, 1000, un 500, un challenger. Fait que c'est comme si le challenger pourrait, tu sais, comme le circuit des challengers, des fois, c'est comme un peu plus pour la Ligue américaine. Le développement. Pour le développement, pour des joueurs-là vers le haut. Exactement. Puis tu as un 500, tu as des 100, tu as des 250, tu as des 500, tu as des 1000. Fait que tu sais, c'est là où pour quand tu es dans le top 100, ben tu es qualifié d'avance. Tu n'as pas besoin de faire la période d'avant. Là, voyons, je cherche mes mots. Pour te classer justement les qualifications, merci, c'est le terme que je cherchais. Ouais. C'est pour vraiment te qualifier dans les gros tournois, justement, exactement. À ce moment-là. Mais c'est intéressant aussi de comprendre ça parce que, tu sais, des fois, tu te dis, elle a eu vraiment une belle saison, puis l'année d'après, ça va pas bien, mais c'est pas nécessairement parce qu'elle joue... Ben, c'est sûr que peut-être
le match s'est déroulé d'une façon différente où les performances sont accumulées. Le tirage au sort. Qui tu joues aussi, là. Dans quelle braquette tu commences avec? Premier tour, t'affrontes Jessica Pegula ou Sabalenka. Tandis que l'année d'avant, peut-être que tu n'étais pas dans cette situation-là. Tu as une qualifiée. Un plus beau jeu d'hasard, si on peut se le dire comme ça. Puis ta braquette est un petit peu plus le fun. Fait que c'était, tu sais, c'est vraiment, c'est un côté qu'on ne connaît pas nécessairement. Personnellement, que je ne connaissais pas du tennis, que tu pouvais perdre tes points. Ben oui. Parce que dans ma tête, c'est tu accumules puis tu continues de monter. Mais là, si tu réussis pas à te rendre aussi loin, qu'est-ce qui arrive si tu te rends, mettons, en demi-finale, puis l'année d'avant, tu étais en finale? Tu perds moins de points. Okay. C'est simplement comme ça, là. En fait, ça m'amène... On va inviter une experte pour pouvoir en parler. Ouais, on va aller un peu plus en profondeur parce qu'il y a plein de sujets à propos du tennis qu'on se doit justement, tu sais, comment ça fonctionne, l'argent, les bourses. Ouais. On a un super beau tournoi ici. On a des gens... le tennis au Canada, en plus, a fait un boost en termes d'évolution, en termes de développement, en termes des athlètes aussi là-dedans. Fait que qu'est-ce qu'on a fait différent pour aider justement les jeunes joueurs? Une des choses que je veux vous rappeler, c'est que l'Omnium Banque Nationale, c'est un OSBL. Et l'argent qu'on fait en profit est réinvesti dans les structures du tennis. Donc, est-ce que c'est rare, ces tournois-là, Lisa? On va inviter Valérie. Okay. On va inviter Valérie, puis on va poser nos questions à Valérie. Elle va pouvoir toutes nous répondre, puis en même temps, on pourrait poser des questions sur l'association des joueurs et des joueuses, vérifier qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les athlètes, comment on peut diminuer le calendrier, parce qu'on le sait qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que c'est positif ou négatif de diminuer le calendrier? Pour certains joueurs, ça peut être positif, mais pour d'autres, ça peut être négatif, parce que des fois, c'est des occasions, parce que c'est pas tous les joueurs qui vont à tous les tournois. Mais je pense que le soutien aussi monétaire qui pourrait venir, tu sais, comme soutenir un peu plus de joueurs et joueuses, peut-être que juste un certain nombre limité pourrait aider aussi à garder ces joueuses et joueurs-là dans le sport, puis de les garder dans la compétition où ils sont pas... la pression que tu dois avoir sur la tête pour essayer de faire des sous cette année-là à cause des tournois, tu sais, puis c'est quelque chose qu'on voit à travers multisport, là, le golf aussi, là, la LPGA et compagnie. Mais il y a aussi une mouvance présentement dans le tennis, parce que si on regarde, mettons, deux Québécois, Gabriel Diallo, Félix Auger-Aliassime, à peu près à même âge. Ils n'ont pas le même parcours parce que Gabriel est resté plus longtemps sur le circuit de la WNCA versus Félix est arrivé plus tôt. À l'école, tu veux dire? Il est à l'école. Il était à l'école, il n'était pas sur le circuit professionnel. Okay. Il faisait les tournois. De se développer. Exactement. Il est arrivé sur le circuit plus tard. Fait que tu as 4 ans. Même chose ou habituellement tu sors quand tu veux un peu niveau tennis? Comme Félix, lui, il est sorti, il n'a pas fait... il est allé tout de suite sur le circuit... Bon, on parle pas de même joueur. Mais c'est comparable. Écoute, il y a des ressemblances à dire, tu sais, le parcours NCAA pour le hockey ou le parcours professionnel, tu sais, des gars aussi, là, le junior majeur versus... Et maintenant, on a comblé les deux. Là, on est combiné, les opportunités des deux côtés. Donc, les joueurs peuvent se développer un peu plus longtemps aussi à l'université, aller chercher un bac, avoir un peu plus un pied sur quoi tomber peut-être si jamais ton plan A ne fonctionne pas aussi. Fait que, tu sais, moi, je l'aime bien au niveau du développement de l'athlète, maturité et de personne. Le côté, c'est pas tout le monde qui est mature à la même place, là. Puis ton corps aussi. Ton pic aussi en tant qu'athlète est totalement différent. Au niveau des femmes, c'est beaucoup plus tard que les gars. Puis même encore là, ils disent que les gars, ça commence à changer aussi, là. Tu sais, il y a des athlètes qui deviennent encore meilleurs dans leur sport beaucoup plus tard dans leur carrière qu'à 17 ans, 16 ans, qui sont censés être les next gars de la Ligue nationale. Tu sais, je veux dire, on est dans un contexte ici avec la LPHF où quand les filles graduent, ils ont, tu sais, 22, peut-être 23 ans s'ils sont allés aux Olympiques ici et là. Tu rentres dans la Ligue à cet âge-là versus rentrer dans une Ligue comme la Ligue nationale à 18 ans. Ça n'a pas de sens. Différence. En fait, quand tu regardes, ça fait pas de sens. On devrait... En tout cas, moi, j'espère que ça va changer. Puis on va donner une chance. Je pense que oui. Là, je pense qu'il y a beaucoup de contextes. On s'en va vers ça. Les gars commencent à choisir un peu plus les universités aussi, puis le développement. Puis ils ont aimé le contexte de Lane Hudson. Beaucoup de gars en ont parlé aussi. Je pourrais avoir une année ou deux de plus après la LHGMQ, puis après ça, m'en aller universitaire pour le faire, puis pour me développer, puis peut-être me faire découvrir davantage. Fait que, intéressant. Maintenant, la parole est à vous. Yes! Vous nous écrivez, super le fun. Puis là, merci d'écrire, by the way. Merci. Oui. On veut vous entendre, on veut avoir les commentaires, on veut savoir de quoi vous voulez qu'on parle. Challengez-nous. Moi, amenez-en. Puis là, on en a, Isa.
Puis j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, parce qu'on s'en parle même pas avant, des fois, quand tu me dis des affaires, si on a des commentaires. Moi, j'aime ça quand c'est sur le fly. Moi, c'est un message vocal qu'on a reçu. C'est Sarah Milo. En fait, c'était très touchant parce que Sarah, c'est suite au balado avec Maude Lantaigne, elle a la paralysie cérébrale. Okay. Donc, c'est la première étudiante dans sa condition en technique de loisir. Puis elle me disait que, c'est grâce surtout au support de Maude Lantaigne qui était là, qui l'a encouragée, qui l'a amenée. C'est une de ses bonnes amies. Puis elle nous disait qu'elle nous aimait beaucoup. Elle veut qu'on continue notre travail, de ne pas lâcher. Fait qu'on te salue, Sarah. Merci, d'être avec nous. Puis merci d'avoir pris le temps de nous laisser ce message-là. Moi, ça me touche vraiment. Une autre, Spider Richard qui dit un vrai beau balado. Une autre belle personnalité découverte en Maude Lantaigne. Merci. Oui. Fait que oui, c'est à suivre. Bon. On a Jean Langlois aussi qui nous avait écrit, qui nous a dit « Moi, mon meilleur moment, c'est au stade le 13 octobre 2021, Canada versus Panama au BMO Field à Toronto. » But spectaculaire d'Alphonso Davies, la réaction la plus brillante d'une foule que j'ai la chance d'assister en personne. Meilleur moment dans un stade, un aréna sportif féminin. De son côté, c'est le 24 mars 2024 au TD Place. Ottawa mène Toronto qui a gagné 11 de suite. Les fans crient « End de Stray ». Ouais, je viens d'avoir des que les filles en rouge réussissent à faire. Je viens d'avoir des goosebumps parce que oui, je me souviens de ça. J'étais là justement aussi pour regarder cette partie-là. Puis And the Streak, c'était les fans là-bas de TD Ottawa, vous êtes les plus bruyants au niveau de partager vos émotions et vos pensées, que ce soit aux arbitres, que ce soit pendant la game, que ce soit... On vous entend. C'est incroyable comment cette aréna-là, elle est bruyante. Donc, les fans d'Ottawa, lâchez pas parce que vous avez... ça pousse beaucoup. Il y a de la compétition en termes de fans là, à travers quelques marchés, ça, cette année, c'est sûr. Et là, j'avais manqué ce commentaire-là. C'est Isa 19 Beau qui nous avait écrit il y a 3 semaines, qui nous posait une question sur les roses. Est-ce qu'il y a une règle de ratio joueuse canadienne versus internationale où on a le droit de signer, ou qu'on peut signer qui qu'on veut? Un peu comme en Europe, tu sais, des fois, il y a des... Eh bien, pour te répondre, effectivement, chaque équipe, c'est entre 20 et 25 joueuses qu'elles peuvent signer et elles ont droit à 7 joueuses internationales. Okay. C'est vraiment une façon de promouvoir le sport canadien, bien entendu. Mais il y a Puis ils ont aussi une joueuse qu'on appelle une joueuse désignée par équipe, qui peut être signée, qui ne compte pas dans la masse salariale. Fait que ça, tu peux aller te chercher. D'ailleurs, tu sais, si je regarde le Rise de Vancouver, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais. Vancouver, excusez. Là. Ils ont signé Quinn. Donc, membre de l'équipe canadienne. Elle fait partie, justement, c'est leur joueuse désignée. Montréal n'a pas encore signé. On attend. Marinette est en feu en train d'essayer de trouver quelqu'un. Je vous le confirme. Moi, je l'ai entendu parler au téléphone et tout. Je vous le dis. J'adore ça, Marinette. Lâche pas. Puis on veut vraiment choisir la bonne joueuse. Il y en a plein. Là, présentement, Montréal avait 19 joueuses. Ils ont signé une 20e. Ça n'a pas été annoncé encore. Ça s'en vient. Fait que on va laisser l'équipe dévoiler c'est qui. Puis, elles vont commencer la saison avec 20. Mais probablement que la joueuse désignée va être signée au courant de l'année et non pas pour commencer la saison, pour se permettre d'avoir accès à un plus grand bassin. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais là-dessus, au niveau des joueuses internationales, premièrement, super bonne question. Deuxièmement, je l'ai juste amené parce que ça me rappelle que au niveau de la SDHL, tu sais, la Ligue en Suède de hockey, oui. Justement, on va commencer à faire ça aussi. Là, en ce moment, il y avait un certain nombre de joueuses internationales qui avaient le droit d'être là, une dizaine. Et à chaque année, on va descendre ce chiffre-là pour continuer de développer justement le hockey européen en sachant bien qu'il y a des opportunités ici au niveau du Nord-américain. Donc, je pense qu'il y a un concept de... Ils vont garder seulement certaines meilleures, mais ça fait en sorte aussi que le développement des ligues va falloir que ça bouge un peu, là, parce que là, il n'y aura pas autant de joueuses nord-américaines qui vont pouvoir aller jouer en Europe. Où est-ce qu'elles devront ou pourront jouer? Donc, il y a vraiment je comprends le développement, mais en même temps, je trouve qu'il y a des opportunités qui seront manquantes s'il n'y a pas de changement avec d'autres ligues. Non. Ben écoute. Je lance comme ça. On lance comme ça. Vous avez vu le chandail? Comment vous trouvez le chandail des roses? Le pire, c'est que je l'ai amené, mais il est dans mon sac là-bas. Là. Il est beau. Il est beau, hein? Il est beau. Ouais. Alors, moi, je suis tellement fière de ce chandail-là. J'aime les deux, en fait. J'aime le chandail de... Attendez, on m'en va le chercher. Je vous ramène. Vas-y. Cours, Isa. Cours.
Parce que là, on a le foulard. On le voit très bien, le bleu, le rouge. J'aime le bleu aussi. C'est comme un bleu plus pastel. Ouais, il est beau. Checkez-moi ça. Ça serait quoi, à la maison, ça, là? Ça, c'est à la maison. C'est vraiment... Donc, oui, c'est notre chandail officiel. Il est maintenant disponible. Vous pouvez vous procurer. Attends, redis ça au micro juste au cas. Ouais. Ça, c'est le chandail officiel, Lisa, parce que là, elle était énervée et elle parlait pas dans le micro pantoute. Mais non, je parlais pas dans le micro, mais je parle tellement fort que je suis sûr que le micro ne m'a pas. Sûrement. Donc, le chandail officiel des roses, c'est le... vous pouvez vous le procurer dès maintenant sur la boutique. Bon. Des grandeurs pour enfants, il y a des grandeurs pour adultes. Ça, c'est lorsqu'on est à la maison. Cette année, on a 12 matchs à la maison, 13 à l'extérieur. Et après ça, on aura le chandail blanc là, que vous avez vu. Donc, c'est disponible. Et les billets individuels sont maintenant en vente. Donc, je vous invite à aller acheter vos billets. Soyez prêts. Ça va être incroyable. C'est une équipe qui est tellement tissée, serrée. On fait les choses de la bonne façon. J'ai rencontré d'ailleurs la présidente. Et tu sais, c'est vraiment bien pensé. On est audacieuse. On veut avoir une ligue de premier plan. On veut rivaliser avec les autres pays. On veut s'assurer vraiment d'avoir du bon talent sur le terrain. C'est vraiment bien fait. Il y a toujours un accès. Oui, il faut la visibilité. Oui, il faut les investisseurs. Oui, il faut beaucoup de choses, les joueuses. Mais ça nous prend les fans. Ça nous prend des gens assis dans les estrades. Donc, si vous voulez aider le sport féminin, achetez des billets. Allez au match. Encouragez vos équipes, encouragez les équipes montréalaises, québécoises, peu importe ce qu'il y en est. Les ligues canadiennes, on est dans un big powwow made in Canada, proud to be Canadians. Fait que faisons-le de la bonne façon. C'est les petites actions comme ça qui vont changer les choses, gang. Fait que vous avez une responsabilité aussi en tant que fan. Et comme Isa l'a dit, achetez vos billets. Ah non, puis... Soyez-y! Tu sais, les filles, là, ils ont commencé, ils ont fait leur premier match. Apprenez à les découvrir. Oui, tu sais, il y a des Québécoises, des Canadiennes, des joueuses à l'international. Elles sont vraiment, là, impliquées, ils sont là. Il va y avoir un match hors concours contre Ottawa. Puis, bon, le premier match sera à Toronto, donc devant probablement 10 000 personnes. Donc, ça va être assez spectaculaire. Je pense que je m'en vais à Toronto le week-end de Pâques. Mais moi, j'étais allée à Toronto pour le premier match de la LPHF. Ah oui, t'étais là, hein? Ça, oui. Moi, puis Liz Knox et le PA, on est allés là-bas. Mel Desrochers aussi, une de mes bonnes amies ici, on a travaillé fort avec l'association. Puis d'être assis dans les estrades quand ça a tout débuté, c'était le moment le plus émotionnel, je te dirais, ou qui va rester longtemps gravé en ma mémoire. Ben, je pense que ton témoignage vient de me donner le petit pied dans les... Vas-y, ça vaut la peine. 6 heures de route ou bien un petit vol, ça n'a rien à voir. Et petite mention, plein d'activités philanthropiques. Patrice Bernier et ses amis, c'était dimanche dernier. Ouais. Super, du gros grand plaisir. Écoute, je voulais jouer au début, je me suis gardée une petite gêne. Je me suis dit, bon, j'ai vu l'alignement, j'ai fait ça n'a pas de sens. Puis Isa, t'as pas nécessairement la meilleure des ratios en termes de jouer puis de pas te blesser. Arrête, fait que là, je veux juste que moi, je au tiens à deck toi. hockey, je me suis jamais blessée. Moi, je tiens à toi. Dis pas jamais cogne sa table, cogne le bois. Merci. On dit jamais. Je me suis blessée une fois. Arrête. C'est correct, Isa. Lisa, coach, tu fais bien ça. Non, mais là, écoute, Laurent Simon était là, tu sais. Je veux dire, t'as Patrice Bernier, t'as comme, tu sais, t'as Amy Walsh, t'as Marinette Pichon. Tu sais, comme t'avais que des, tu sais, Rocco. Je pense à plein de joueurs, je suis comme, non, mais je peux pas jouer contre eux, là. Bravo. Je veux pas les blesser. En fait, j'avais plus peur des blessés qui me blessent parce que eux savent tellement comment jouer que là, ils font une affaire, puis là, tu refais une jambette, mais c'est tout le temps un peu ce qui se passe, c'est que tu sais pas à quoi t'attendre quand les gens bougent pas nécessairement de la manière que tu t'attends à ce qu'ils bougent. Ben, parce qu'ils bougent pas de la bonne façon, parce que ça tu sais, comme... Non, mais c'est normal. Non, mais c'est le même principe au hockey aussi, des matchs amicaux ou ces choses-là. Des fois, t'es comme, oh, OK. Non, c'est ça. En principe, elle veut pas ça, cette personne-là. Là. Fait que bref, mais c'était super. Je trouvais ça important parce que, dans le fond, on s'est développé les jeunes à travers le sport. Fait que c'est une belle cause qui me tient à cœur. Puis, bon, là, c'est le radio Télédon. Aujourd'hui, au moment où le balado sort, jeudi faites vos dons. Je serai au téléphone. Fait que j'attends votre appel. C'est des patinoires bleu, blanc, beau, jouer, mais des programmes aussi, des cours de patin, les camps d'été. C'est vraiment impliqué dans la communauté. Le sport pour les jeunes, ça fait une différence. Fait que c'est deux causes qui parlent pour rendre accessible le sport aux jeunes, mais c'est important de donner, peu importe le montant, faites
Ça fait toujours une différence. Ça fait toujours une petite différence. Tu sais, les moitié-moitié qu'on a pour la fondation, que durant les matchs, bien, vous pouvez juste acheter un moitié-moitié, puis de façon à ce temps, tu peux le faire de chez vous aussi. Ben oui, c'est facile. Scanne le QR code, puis achète ton petit billet de moitié-moitié. Chance de gagner des milliers de dollars aussi, là, à chaque fois. Ah ouais, non, pour de vrai, là. Il y a quelque chose. C'est aujourd'hui, fait que je vous invite à participer. C'est une cause qui me tient à cœur depuis les débuts de Femmes d'hockey. On avait eu une association, d'ailleurs, avec les chandails et tout, toute la boutique en ligne, tous les profits, je les ai toujours remis à la fondation. Donc, c'est une cause qui me tient à cœur. Maintenant, le moment, la cerise sur le Sunday. Ouais, on peut pas finir un balado de la cerise sur le Sunday. Puis tu sais quoi? Vu que tu as parlé beaucoup à poser des questions à ces choses-là, moi, je te lance à dire, c'est toi qui commences, Isa, avec ton moment, la cerise sur le Sunday pour débuter ou finir cette émission, pardon. Bien, mon moment, la cerise sur le Sunday, je l'ai vécu encore une fois avec les roses. OK. Isabelle et Jean-François nous ont invités mercredi dernier. On était le groupe des investisseurs. J'ai vu ça, sur les réseaux. On s'est retrouvés entre nous, encore une fois, avec toute l'organisation qui est incroyable, qui est chaleureuse, les joueuses qui sont tellement là, reconnaissantes, puis elles travaillent fort, elles sont heureuses de pouvoir faire le sport ici. Donc, de se retrouver, de parler avec les filles, de poser des questions. On a rencontré justement la présidente de la Ligue, elle nous a répondu à des questions. Fait que de voir comment c'est l'idée, comment il y a un leadership à travers la Ligue et à travers l'équipe, je trouve ça inspirant. Fait que oui, je regarde tout ce qui est fait. C'est tous des gens de cœur et de passion. Les investisseurs aussi. Un Louis-José Hood qui est là, qui est content d'investir. Un Brény Surin, un Patrice Bernier, une Julie Dupage. Ils font tout pour les bonnes raisons. Puis ça paraît. Fait que c'est le fun. Fait que moi, la cerise sur le Sunday, c'est tous ces gens-là, de pouvoir faire partie de ce groupe-là, ça me rend très, très fière. Puis chapeau à l'organisation aussi de l'avoir bâti de cette façon-là aussi, d'impliquer les gens d'ici, du monde, de l'industrie, ou peu importe les gens qui voulaient s'impliquer ou qui voulaient faire partie justement du départ des roses, parce que c'est pas partout que c'est disponible comme ça de devenir un investisseur ou d'avoir un impact justement là-dessus. Puis le fait est que vous allez changer la vie de ces joueuses-là. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que la journée qu'on a su qu'on avait un investisseur pour la LPHF, Mark Walter, qui a cru en notre rêve, qui a cru en ce qu'on pensait qui pouvait exister, qu'on essayait de convaincre beaucoup de gens depuis ben des années, puis que les gens nous disaient « mais non. » Là, quand tu y crois, quand tu as quelqu'un derrière toi, il y a un cheminement qui se fait, puis il y a un déclic qui se fait aussi. Puis ça, ce moment-là, probablement que c'est un moment coup de cœur pour toutes les joueuses aussi, à comprendre que merci d'avoir aidé à créer cette opportunité-là, parce que là, on peut jouer à la maison, on peut jouer au Canada. Il va y avoir une ligue. Puis dans des conditions chapeau à ceux qui l'ont parti aussi, là. Tu sais, je veux dire, la ligue qui a eu l'idée à faire ça, à venir chercher, mais après ça, chapeau aux équipes de chaque ville qui ont fait leur propre façon de venir amener justement ces moments-là. Et je vais rester avec ton moment cerise sur le Sunday, va devenir un peu le mien, parce que je trouve que ça donne un boost aux athlètes qui sont alentour de nous, et je le sens pour eux. Puis j'ai pas d'affaire à te remercier là-dedans, mais je trouve que c'est beau qu'il y en ait des gens qui continuent de faire ça, puis qu'on ait des opportunités qui soient créées justement pour vous l'investir. Voici les endroits où investir, voici les mouvements où investir, voici où mettre les sous qui vont faire la différence. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que vous changez les vies de ces joueuses-là. Peu importe ce qu'il y en est, là. Puis, en fait, vous aussi, à la maison. C'est ça, vous, là, les gens qui achètent des billets. À chaque fois que tu achètes un billet, à chaque fois que vous regardez une game, que tu aimes une publication d'une des joueuses, d'une équipe. Mettez un commentaire, mettez des emojis. C'est des façons d'investir dans notre sport féminin. C'est des gestes concrets qui font la différence. C'est des petites actions qui ont un gros sens à tout ça. Puis continuez de le faire, continuez ouvrez votre télévision. Vous quittez, là, ouvre la télévision, mets-les sur le poste, laisse-les à tes chiens qui regardent un match de sport féminin. Déjà là, tu nous aides. Je te confirme. C'est assez drôle et, mais c'est vrai. Inutile dans vos têtes, mais faites-le. Faites-le parce que ça change tout. Parce qu'après ça, tu as les codes d'écoute. Après ça, tu as les preuves, tu as les statistiques qui viennent supporter ce qu'on essaie de pousser depuis des années. Fait que, moment charnière, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Puis, c'est la même chose pour le balado, la cerise sur le Sunday.
Non, mais c'est vrai. Comme à chaque fois que vous nous écoutez, vous nous envoyez des commentaires, que vous partagez avec vos amis, que vous avez commencé à écouter, justement, t'as pas le temps de finir. Laisse-les jouer, reparler, réécouter. Pour nous, ça nous aide à avoir des partenaires. Puis, tu sais, bon, encore là, c'est ça, ça fait partie d'une façon... Ça fait partie de la business, gang. C'est simple comme ça. C'est que sans les partenaires, on peut pas rester actif, que ça soit dans le sport, que ça soit dans tout business confondu. Donc, merci à vous. Continuez de nous suivre, s'il vous plaît. Et puis, merci à toi d'avoir fait ça, puis de faire partie d'une autre équipe comme ça, là, comme il y en est. Allez chercher vos jerseys. Regardez le logo, comment il est beau. Puis il est sharp. Il est comme en 3D, là, 2D. Puis que tu achètes comme l'original ou la réplique, là, c'est le même logo qui est là. Ils font à la main, eux autres mêmes. Là, c'est à chacun. C'est vraiment une belle organisation. Bref, je vous aime, les roses. Et on va s'en reparler, inquiétez-vous pas. Sur ce, merci. Merci à nos partenaires, à Tréma, Café. Merci d'être là avec nous. Écrivez-nous des idées, d'invités, sujets, comment vous trouvez notre décor. On veut vous lire, vous entendre. On va en avoir plus d'invités un peu à la mode, l'entendre, ça a bien été. Puis on vous écoute, on vous entend.